Jacob, je vous invite à présenter Jay. Je vais rester rapide parce que je sais que Dr. Zarnetsky a une longue présentation pour nous. Dr. Jay Zarnetsky est professeur associé des sciences des bassins versants et de l'hydrogéologie à l'Université de Michigan. Il a construit une carrière sur comment on transporte les nutriments dans l'eau, dans les bassins versants. Cela concerne différentes échelles et différents écosystèmes avec les réactions dans les lots de surface et souterraines et jusqu'à les systèmes importants de transport de nitrogène dans de l'azote dans les bassins versants. Et nous serons ravis de l'accueillir pendant quelques mois à Lyon. C'est à vous, Jay. On voit bien mon écran? Et vous m'entendez bien? On va commencer. Premièrement, je voudrais vous remercier de votre invitation et l'occasion de présenter les travaux auxquels j'ai pu participer. Et je suis ravie de déménager en France dans l'année à venir avec ma famille. Les visas doivent arriver aujourd'hui. C'est ce que FedEx indique en tout cas. Aujourd'hui, je vais souligner quelques écarts spatiaux que nous avons lorsqu'on essaie de traiter les sciences de bassin versement à différentes échelles, comment l'eau est connectée à la terre. Et c'est une question importante lorsqu'on étudie l'eau et on essaie de gérer nos ressources. Pour rentrer dans l'ambiance et pour commencer à réfléchir à l'eau pendant les 40 minutes qui viennent, je vous propose cette image qui est une photo faite par Ansel Adams du Grand Téton dans l'Ouest américain. Regardez cette photo et réfléchissez à ce que vous voyez. Lorsqu'on regarde cette image, vu votre expérience, vous regardez des choses différentes, des aspects différents. Peut-être la lumière, la beauté de la photo, peut-être que vous regardez les montagnes, peut-être la géomorphologie, peut-être les schémas de la croissance des plantes. Mais je voudrais qu'on réfléchisse tous au mouvement de l'eau, comment l'atmosphère est liée à la précipitation dans les montagnes, comment cela se connecte à la rivière et comment les rivières sont connectées à nos centres urbains et nos économies. Et de ce point de vue, nous avons beaucoup à proposer. Nous pouvons faire des travaux assez créatifs et mes recherches sont basées sur cela. On regarde l'eau comme l'organisme d'étude et si on comprend les caractéristiques de l'eau, on peut travailler avec d'autres disciplines sur des problèmes importants. Quelques exemples, nous travaillons sur les aspects socio-techniques des ressources en eau en France et en Nouvelle-Zélande et je vais un peu parler du travaux en France. On parle de la protection du littoral et l'écologie des plantes émergentes. Récemment, on a travaillé dans l'Arctique et on constate comment le changement climatique change le paysage. Et on a beaucoup travaillé sur les cycles des nutriments et du carbone dans le bassin versant. Ce sont des interactions entre différentes disciplines et j'essaie d'être le lien entre les chimistes, les biochimistes, etc. Nous allons toucher sur ces exemples et aujourd'hui, je voudrais vous parler du fait qu'on doit faire attention aux écarts spatiaux, surtout ceux qui commencent ces études. Vous allez vraiment contribuer aux écarts de connaissances. Il faut les trouver, il faut travailler dans ces écarts. Je vais vous donner quelques exemples à une petite échelle et à grande échelle des questions que nous avons dans le mouvement des nutriments et le carbone dans les bassins versants. Une description rapide de l'approche que je présente aujourd'hui, c'est que la physique définit les limites de ce qui peut être fait et la biologie fait le travail dans ces limites.
Nous allons utiliser différentes théories, différentes disciplines. Je vais parler de la théorie de l'hydrologie, de la biogéochimie et l'écologie des paysages. Nous allons souligner quelques écarts. Nous allons utiliser les ruisseaux comme capteurs des interactions terre-eau à l'échelle du bassin versant. Et puis, je finirai avec les interactions entre les eaux de surface et souterraines à travers les échelles. Commençons avec les ruisseaux ou les rivières comme détecteurs d'interaction. Comme vous le savez, les ruisseaux ont toujours été utilisés comme détecteurs pour comprendre les processus qui actifs dans les paysages. Nous avons effectué beaucoup de mesures dans ces rivières pour comprendre le flux de l'eau dans les paysages. Nous posons des questions sur l'hydrologie, la ressource en eau et l'écologie en comprend la concentration des solutes dans l'eau et on voit comment cela peut varier dans le temps et comment les flux de carbone dans ces paysages ont continué à augmenter depuis 40 ans. Au lieu de rester juste à un endroit et pour faire des mesures chronologiques, il faut prendre moins de temps pour étudier le paysage en détail, mais prendre des mesures faciles un peu partout, comme vous voyez sur ces petits cercles bleus. On peut répondre à différentes questions et examiner différents types d'écarts. Où et à quelle fréquence est-ce que nous devons mesurer la qualité de l'eau afin de l'améliorer? Au lieu de Quand on mesure à un seul point, on ne peut pas répondre à cette question. Une question plus détaillée, c'est comment est-ce que la structure et la stabilité des fac- structures et la stabilité des fonctions sources puis des matériaux à l'échelle du réseau. Comme je vous ai promis, ce sera une discussion interdisciplinaire. Dans les différentes disciplines, nous avons des manières partagées pour réfléchir, mais nous utilisons différents mots. Dans l'écologie des paysages, nous parlons de l'étendue du paysage, donc l'étude étudiée dans le carré, et puis la résolution et à l'échelle à laquelle on fait nos mesures. Ça peut être une abondance de population et ou la chimie des sols. Dans l'hydrologie, on a tendance à parler de ces choses autrement. On parle des bassins versants et c'est l'étendue de notre étude. Mais on peut créer des sous-bassins de plus en plus petits avec des résolutions de plus en plus fines pour les études lorsqu'on étudie la chimie des bassins versants. C'est ce que je vais vous montrer maintenant, le cadre que nous avons développé pour interpréter les modèles spatiaux dans les réseaux des ruisseaux. Nous avons des signaux qui sont générés dans les bassins versants, trois bassins versants, même taille et les mêmes zones de mesure avec les points. La différence, c'est la taille des carrés verts. Ces carrés verts représentent une la localisation d'une fonction source puis importante pour une soluté, l'azote ou le carbone. À- De gauche à droite, les carrés augmentent en taille. Ces signaux sont traduits de la Terre vers l'eau de manière prévisible. Donc, la précision nous donne les modèles spatiaux de ces réseaux et la variabilité s'effondre de manière différente en fonction de la taille du bassin versant ou du sous-bassin. Ici, dans les petits carrés, on a la, la variance de la chimie qui se retrouve et dans le canal principal, les signaux interfèrent et on trouve une moyenne dans notre signal. Si on a beaucoup de contrôles importants, source puis à une échelle plus grande, on a une surface d'accumulation plus importante avant que le signal soit mélangé. Et là, à cette taille, il faut toute la taille du bassin versant avant de voir l'effondrement du signal chimique. Cela peut être quantifié. On peut euh, travailler sur le flux total dans le bassin versant et on peut faire ça de manière différente.
On utilise le levier du sous-bassin dans cette étude et on étudie le rôle de chaque sous-bassin sur le, le flux, la masse de flux dans le bassin versant. Chaque bassin versant a un rôle pareil, mais si on a des carrés plus importants, on a plus de précision sur la chimie dans le bassin versant. Nous pouvons également, avec cet échantillonnage synoptique, on peut regarder la stabilité de ces modèles spatiaux. Est-ce que le modèle change avec le temps, les saisons? Est-ce que la perturbation sont importantes? Est-ce qu'un bassin versant est toujours une source importante ou faible ou est-ce que c'est dynamique? Je vais vous montrer un exemple ici qui démontre cela. Nous avons deux bassins versants différents représentés ici. Un où les affluents sont en bleu et comportent de manière asynchrone. Ça monte et descend dans la concentration dans le temps et ce qui sort en moyenne est cette ligne noire. C'est le mélange des signaux. Cela diminue l'amplitude et la variabilité forte du bassin versant. Lorsque c'est synchrone, tous les affluents, tous les sous-bassins versants changent dans le temps, mais de manière synchrone. Les concentrations montent et descendent en même temps. Le signal est préservé et sort du bassin versant avec des amplitudes qui augmentent en sortant du bassin versant. On a ces deux systèmes différents. Si on utilise cette information avec une analyse statistique pour voir la variabilité dans le temps, dans ce bassin asynchrone, plus on va vers la sortie du bassin versant, moins on a de la variabilité. Mais dans un bassin versant synchrone, la variabilité est préservée vers la sortie, car les déplacements se font ensemble. Lorsqu'on utilise cela pour déterminer si on est dans un bassin asynchrone ou synchrone, cela nous aide à placer nos stations de surveillance à haute fréquence. Dans un bassin asynchrone, on ne peut pas être sûr qu'un endroit soit représentatif de toute la surface, tant que c'est le contraire dans un bassin synchrone. L'influence du sous-bassin versant sur un bassin versant est plus important, évolue-t-elle avec le temps? On peut, de manière simple, regarder une corrélation de rang et on mesure dans un bassin versant à répétition, est-ce qu'à chaque fois, est-ce que le sous-bassin qui a des concentrations élevées comparé avec les bassins avec des taux faibles, est-ce que c'est cohérent ou est-ce que ça change dans le temps? Si c'est cohérent, c'est bon à savoir parce que ça veut dire que le système est stable et on n'a pas besoin de mesurer à haute fréquence, on ne doit pas mesurer beaucoup dans ces zones parce qu'on sait que les choses évoluent très peu. Nous allons utiliser cela avec quelques exemples. On va commencer en Bretagne. C'est une région, comme vous le savez, qui est dominée par l'agriculture et ceci depuis plus de 1000 ans dans le nord-ouest de la France. On a choisi cette région car ils ont des données synoptiques répétées, ce qui est très rare. Cela traverse deux bassins versants du Couesnon et de la Rance. Il y avait 56 bassins versants. Les mesures ont été faites pendant 12 ans avec les changements dans le développement et la gestion de l'agriculture. Il y a beaucoup de problèmes avec la pollution à l'azote. Le travail est géré par ce jeune scientifique qui travaille avec Gilles et moi-même. Je vais vous donner quelques résultats de cette étude avec ces bassins versants imbriqués. On a vu qu'il y avait des effondrements de la variance à petite échelle dans ces deux bassins.
lorsqu'on mesurait pour le phosphore, l'azote, le carbone, tout ce qu'on mesurait s'effondrait à une petite échelle entre 18 et 68 km². Ce qui était différent, c'est qu'entre les deux réseaux, l'effondrement a eu lieu à différentes échelles. Dans la Rance, à des échelles plus petites, pour les solutés mesurées, montrées en orange, et en bleu, là où on a identifié l'effondrement de manière statistique. Une autre chose que nous avons pu identifier, c'est que les bassins versants pollués continuent chaque année à être une source importante de ces polluants, et les bassins versants qui étaient de bons acteurs étaient stables dans le temps. Donc, pour la gestion, ce qui est important, c'est que dans les espaces, l'échelle spatiale, on peut identifier les efforts d'atténuation pour nettoyer la rivière, et cela doit avoir lieu en amont de l'effondrement de la variance. Il faut atténuer à la petite échelle dans ce cas-ci. L'autre chose qu'on a vue, lorsqu'on regarde le flux total des matériaux, ce qui sort du soubassement, il faut utiliser une échelle plus importante que l'effondrement de la variation pour intégrer les bassins versants sources et puis dans ce site. On a eu un autre résultat inattendu. On a trouvé qu'il y avait une stabilité importante dans les solutés mesurées. On a quantifié la stabilité à droite pour différents sites, pour CED, phosphore et différents ions. Dans les valeurs proches d'1, ça veut dire que c'est stable pendant de nombreuses années. Et dans différents écoulements, différents flux, où on a collecté les échantillons, en dépit de la variabilité dans l'écoulement, le flux, la concentration a peu changé dans le réseau fluvial. Cette stabilité est très utile et suggère qu'un suivi infréquent dans ces bassins est une manière de procéder, et on peut réduire le coût de l'échantillonnage à l'avenir pour les mesures sur ces sites grâce à cette stabilité. C'est complémentaire à d'autres mesures traditionnelles, les capteurs à haute fréquence qui sont déployés au fond du grand bassin, et cela a inspiré de nouvelles théories parmi les collègues qui travaillent dans cette région, y compris un article qui a été publié en 2020 qui essaie d'expliquer la stabilité, et ils ont trouvé une théorie hydrogéologique profonde. Je vous encourage à lire ce document. Pour faire la synthèse ici, je voudrais dire que c'est un cadre assez simple. Vous collectez de la chimie dans le réseau fluvial, et c'est compatible avec la science citoyenne. Il n'y a pas des techniques avancées qui sont nécessaires. Et souvent, je dis que ces résultats s'appliquent en France, mais pourraient changer ailleurs. Et je vais vous montrer comment on a travaillé sur cela. En Amérique du Nord, je fais des échantillonnages synoptiques dans le Pacific Northwest qui subit des températures records en ce moment et qui a subi des incendies importants. Et dans l'Arctique aussi, où on voit un réchauffement rapide, cet endroit change rapidement. C'est un lieu qui me tient à cœur, mais c'est la partie de la planète qui se réchauffe le plus rapidement. On va monter dans l'Arctique. Lorsqu'on réfléchit à l'Arctique, on a cette impression d'un paysage. C'est une photo que j'ai prise d'avion. J'ai pris cette photo sur le 29 août, il y a quelques années, et on voit, même dans le pic de l'été, on peut avoir de la neige. On voit qu'il y a des rivières qui traversent le paysage, il y a des lacs, et il y a très peu de végétation visible, car la végétation est toute petite à cause des hivers très froids et la présence de la glace dans la terre.
comme tout scientifique, il faut savoir que dans l'Arctique, ces paysages sont dominés par la permafrost. Cela veut dire la terre qui est gelée pour plus de 2 ans de suite. Et parfois, ces terres ont été gelées pendant des milliers d'années. Vous ne savez peut-être pas que ce permafrost, ces paysages dans l'Arctique représentent une masse terrestre incroyable. 24% de la surface totale de l'hémisphère nord est couverte de permafrost. Dans ces terres, il est estimé qu'il y a des stockages massifs de carbone, 2 fois le taux de carbone qui circule dans l'atmosphère actuellement. Et on sait que cette région polaire se réchauffe à 2 à 6 fois plus rapidement que la température moyenne mondiale. L'endroit où on trouve le froid se réchauffe plus rapidement que tous les autres endroits de la Terre. Le résultat est que le paysage arctique change, ressemble à ce paysage verdoyant pendant des mois de l'été. Et cela dure pendant des périodes plus longues, ce qu'on appelle la période de dégel. On voulait utiliser cette analyse avec l'échantillonnage spatial pour comprendre les changements entre saisons et les flux de nutriments dans l'eau. Pourquoi c'est important? Les rivières de l'Arctique sont difficiles à étudier, sont très lointains. Il y a très peu de personnes qui ont l'opportunité, les ressources pour y aller. Mais ceux qui l'ont étudient les grands bassins versants avec les rivières importantes et la variabilité d'écoulement n'a pas été consistante dans les bassins, mais on a vu qu'il y a une augmentation systématique dans les solutés organiques, inorganiques. On voit tout cela qui sort des rivières de l'Arctique. La grande question, c'est pourquoi? Il y a 2 hypothèses. En, Premièrement, on dit que c'est un processus diffus. Il y a plus de dégel et plus d'eau souterraine qui rentre dans le réseau. Et on a des preuves qui soutiennent cela. On utilise des traceurs géométriques qui vont de la Terre dans le réseau fluvial. On voit aussi, parce qu'on étudie plus ces zones et on parle aux indigènes dans cette région, qui comprennent que les paysages se défont. La, la terre qui était définie comme étant congelée est maintenant en train de dégeler et cela livre beaucoup de matériaux dans les réseaux fluviaux. Il y a des sources pointes qui augmentent le flux de matériaux dans les fleuves. Et voici des exemples de données qui montrent que c'est une contribution importante. Mais lorsqu'on étude les sciences de l'Arctique et on fait ça de manière transversale et on regarde comment ils étudient le système, et c'est le travail de Dr. Sjogren, tout le travail est fait au niveau, à la taille de la parcelle et de la région. Et au- dans les sous-bassins versants, il y a très peu d'études. Pourquoi est-ce que c'est important? Cet écart est pourquoi et la raison pour laquelle les études faites au niveau des parcelles donnent des résultats différents au niveau de la région. Il y a des résultats différents avec des échelles plus petites et plus grandes. Un effort à faire dans l'article, c'est d'intégrer plus de connaissances sur les ESMS. Ces modèles sont incroyables, mais mal contraints pour l'Arctique. Ils essaient de comprendre le sort du carbone dans l'Arctique. Est-ce que ça va créer un retour positif sur le réchauffement mondial? Des modèles basés sur ces mesures indiquent qu'il y a entre 60 et 240 pétagrammes de carbone qui sortiront de l'Arctique d'ici 2100, mais des modèles plus compliqués qui intègrent l'écologie et la réponse de la végétation dans l'Arctique. On peut voir que l'Arctique ne va pas peut-être rendre autant de carbone et que ça rentrera dans la végétation lorsqu'on aura plus de plantes et d'arbres dans le paysage.
Les décideurs veulent savoir est-ce que ça augmente ou ça diminue et les modèles n'indiquent rien, on ne sait pas. Notre communauté de modélisation doit travailler dans l'Arctique et collecter des données à l'échelle intermédiaire entre 1 km² et 1 000 km² pour mieux comprendre les flux hydrologiques et les conditions biochimiques. Nous devons collecter des données et c'est une bonne raison de collecter les données cinématiques car ça capte cette échelle intermédiaire qui est si nécessaire à ces modèles. Je vais vous montrer quelques résultats qui nous montrent qu'on apprend beaucoup avec cette nouvelle approche. Il y a 3 différents paysages que nous étudions. Ils sont assez proches, à 50 km. Il y a 2 bassins versants qui se touchent. Il y a en orange Asro-Kuyak. Il y a de la toundra, peu de végétation, très vert, beaucoup de lacs. À côté, Kuparuk, la rivière, et c'est un réseau fluvial avec quasiment pas de lac. Et dans les montagnes, on voit Trevor Creek. C'est un bassin versant alpin avec peu de productivité, peu de végétation, c'est raide, il fait froid, il y a beaucoup de neige. Dans ces 3 différents paysages, avec les terrains géomorphologiques différents, les conditions stoichiométriques sont différentes pour carbone, azote et phosphore. On a étudié 120 sous-bassins depuis 3 ans pour essayer de détecter des changements au début du dégel, où il y a peu de dégel, et puis en fin de saison, septembre, octobre, lorsqu'on est au dégel maximum dans le paysage. L'objectif est de collecter des données pour les modèles et puis identifier s'il y a des changements à long terme dans les équilibres de nutriments dans ces bassins versants. Le héros de ces analyses pour nous, c'est Dr. Schongren, montré ici. Elle a publié et elle continue à publier et on voit que chaque bassin versant a un comportement différent. C'est important car s'il y a, soit il y a des lacs, pas de lacs ou c'est alpin, les modèles ne représentent pas la variabilité des paysages. C'est une question trop détaillée pour les modèles, mais les paysages sont importants et je vais vous montrer ici. On a les 3 bassins versants et on voit l'effondrement de la variance chimique pour le COD, NO3 et SRP en vert avec les lacs, en orange la toundra et bleu sans lac. On voit l'effondrement de variance pour le bassin versant orange et vert très tôt. On voit également qu'il y a un changement en fonction du soluté. On a des histoires différentes en comparaison avec les bassins versants en Bretagne. Les petites échelles sont importantes pour les lacs dans les bassins versants alpins. On a appris quelque chose d'important. Il y a une question de représentativité qu'on a détectée. Le cercle rouge indique un sous-bassin qui est inclus dans le bassin versant bleu. Et ce qui est important, c'est que ce bassin versant est probablement le bassin versant dans l'Arctique qui est le mieux étudié en Amérique du Nord. On a investi beaucoup d'argent et beaucoup d'études publiées sur ce seul sous-bassin versant. Et donc, ça a une influence importante sur la littérature. Mais lorsqu'on remet ça dans le contexte du réseau, c'est une exception. Alors, quelle est la représentativité de cet endroit très étudié? On ne sait pas encore si ces sources de pollution sont diffuses ou de pointe, mais il y a des schémas qui se développent et il y a des preuves de sources diffuses des solutés dans les rivières et c'est dynamique dans le temps. Et là aussi, on diffère des études françaises. Un exemple rapide de COD
et comment ça change dans le bassin versant. On voit ici dans les lacs de l'Arctique, tôt dans la saison, les couleurs qu'on voit ici démontrent qu'il y a très peu de variabilité dans le bassin versant, mais plus tard, en septembre, le bassin versant, c'est euh, la situation des faibles et hautes concentrations a changé. On voit que les lacs peuvent changer les informations et lorsqu'on mesure juste à la sortie du bassin versant, les schémas d'écoulement ne montraient pas de changement important saisonnière, mais de manière spatiale, on voit la contribution dans le flux qui sort du bassin versant change. Et ce sont des choses qu'on n'aurait jamais compris avec juste une seule station de mesure. Avant de passer à la prochaine partie, j'ai trouvé ça, euh, cette photo de l'église H2O. On peut, maintenant, je vais vous prêcher et vous donner des leçons lorsqu'on sort et dans le bassin versant, on voit des choses qu'on n'aurait pas vues si on était resté juste à la sortie. Grâce à ces efforts, on apprend beaucoup de choses sur l'endroit qu'on étudie. Cette, la valeur des données synoptiques périodiques à long terme ont beaucoup de valeur. On comprend la représentativité des sites, on comprend les processus de source et de puits des solutés, et le sous-bassin versant peut jouer un rôle dans la qualité de l'eau et nous informe de où on doit suivre, où on peut atténuer les problèmes et nous aide à vraiment bien comprendre le bassin versant qu'on veut suivre. Il y a des résultats qui sortent nouveaux sur l'Arctique. L'Arctique est défini par ce paysage, mais le paysage devient plus humide et plus chaud. On y va pendant les mois d'été pour étudier cette petite fenêtre ici lorsque c'est vert et c'est chaud et on essaie d'interpréter le fonctionnement de l'Arctique. Et on voit qu'on fait la plupart des travaux de recherche entre juin et septembre, mais l'eau continue à couler en mai et en septembre. Avec ce réchauffement des paysages, cet écart augmente en taille et en temps. On doit regarder les intersaisons qu'on n'a pas étudiées pour l'instant. Lorsqu'on commence à mesurer le flux d'eau et la chimie de l'eau dans ces saisons, où on quantifie que nous oublions 30% de la charge de CO2 et azote dans la rivière lorsqu'on étudie que les 3 mois. Et c'est un budget important qu'on n'étudiait pas, qui ne faisait pas partie de nos études pendant des années. Les interactions entre l'eau souterraine et l'eau de surface arrivent à différentes échelles et je vais vous donner quelques exemples avec de nouveaux modèles. Je voudrais vous parler des corridors fluviaux. Ce n'est pas la bonne perspective. Ce n'est pas juste l'eau qui descend dans le chenal, de l'eau qui rentre, qui sort. La rivière est l'expression surfacique de l'eau souterraine. Tout est lié au paysage et sont connectés avec l'interface sédiment-eau dans les paléocanaux et la surface dans le canal. Il y a une extrême hétérogénéité et on parle de zones hyporéiques, hypo en dessous du flux de la rivière. C'est l'écotone caché entre les écosystèmes de surface et souterraines. Là, on parle du foie de la rivière car ça modifie la réaction biogéochimique, augmente les temps de séjour et l'interaction des solutés avec les surfaces réactives.
Et tout ça fournit d'importants services écosystémiques, c'est-à-dire la réduction d'azote. Donc, il y a une valeur monétaire. Depuis 40 ans, on voit une augmentation des études concernant l'interaction entre les eaux de surface et souterraines. Le défi, c'est que cela comprend beaucoup d'échelles différentes et d'échelles temporelles. J'ai travaillé à la taille de l'espace interstitiel jusqu'au bassin versant, jusqu'à la taille de rivière. Donc, la tête peut exploser quand on essaie de comprendre ces données. Mais je veux vous parler des quelques écarts principaux. Lorsqu'on regarde la recherche qui a été faite à cette échelle spatiale, c'est fait entre 1 mètre et 100 mètres de longueur et très peu d'études à la taille du bassin versant. Voici les écarts que je veux souligner. C'est la taille des pores et la taille du bassin versant. Je vais commencer avec la plus petite échelle. C'est un travail qui était plus développé que le travail à grande échelle. Lorsqu'on regarde le réseau fluvial, on voit le courant et le transport d'oxygène et de soluté dans la sous-surface et puis c'est déchargé dans la rivière, altéré. L'oxygène dans la rivière est élevé, c'est consommé et c'est relâché dans l'eau dans un état anoxique. C'est le point de vue que j'ai vu qu'on a beaucoup publié, mais ici, je voudrais vous montrer qu'il y a une autre échelle au niveau euh, des ports où il y a de l'hétérogénéité. Il y a des zones riches en oxygène, mais aussi faibles en oxygène. C'est le paradigme et j'ai coécrit ces études. J'ax- Je pense que c'est utile, cette interprétation, mais limitée aussi. Donc, c'est des domaines de masse d'eau. On voit la réaction avec les solutés, on passe dans la sous-surface avant que ça soit déchargé. Le- il y a un processus de dénitrification, l'oxygène est enlevé et le travail qu'on a fait nous a aidé à comprendre à l'échelle du bassin. Mais c'est paradoxal lorsqu'on utilise ce point de vue. Lorsque je collecte des mesures, on voit que dans les zones bleues, ces zones oxyques, il y a des signaux forts de processus anaérobiques. Ici, un exemple, dans la région bleue, on devrait trouver l'eau oxyque. Mais lorsqu'on regarde les métabolites et on regarde les produits des choses qui peuvent se produire en absence d'oxygène, c'est également abondant dans cet endroit. Pourquoi? C'est le paradoxe. Comment l'expliquer? On parle d'une théorie de microzones. Pourquoi est-ce que c'est important? Cela nous explique pourquoi on trouve beaucoup de gaz à effet de serre produits dans ces zones. On doit aborder ces limitations. On doit reconnaître qu'il y a des sites anaérobiques dans ces zones et il y a des mécanismes physiques en jeu aussi. Lorsqu'on regarde les solutés qui traversent le milieu poreux, il y a une dispersion mécanique dans le système qui éparpille les solutés, mais il y a des zones mortes aussi où il y a peu d'échanges avec la masse d'eau. Et on modélise ces zones, on utilise la modélisation numérique pour faire cela. Je vais aller plus vite pour respecter mon temps, mais on voit que la physique, les propriétés contrôlent la formation de ces endroits. On travaille maintenant en incluant les biofilms, comment les microbes poussent et changent la qualité de l'eau. On teste des hypothèses sur les biofilms qui encouragent le développement des biofilms dans ces microzones. On regarde les interactions entre l'hydraulique, les réactions kinétiques et les biofilms. Et maintenant, on comprend comment le flux se déplace et
je voudrais féliciter un de mes étudiants et les calculs qui ont été nécessaires pour ce modèle. Lorsqu'on regarde ce type de rivière, on peut modéliser la croissance des biofilms et l'évolution de la chimie dans le sable et dans les ruisseaux pour avoir ces bons résultats dans nos modèles. On peut tester des facteurs, les débits à haut débit et faible débit, sans le- les problèmes de biofilms. Les résultats sont magnifiques à regarder et nous donnent beaucoup d'informations. On voit la distribution des microzones qui se forment, qui sont en croissance et qui se trouvent dans toutes les conditions de simulation lorsqu'il n'y a pas de croissance de la masse. Lorsqu'on intègre les biofilms, on voit un changement dans l'activité hydraulique qui s'effondre dans le système. Et lorsqu'on n'a pas de croissance de biomasse, on a des microzones, comme on prédit depuis longtemps. Et lorsqu'on inclut les microbes dans le système de manière plus précise, on a presque plus de microzones qui se créent et ces zones qui se créent ne sont pas stables. C'est dû au fait que le biofilm continue à croître et peut euh, empêcher le système d'avoir une variabilité, bloque le système. C'est une membrane qui enlève la totalité de l'oxygène. Ce n'est pas réaliste, je le sais. Les, euh, les bancs sableuses sont mobiles et les microbes vivent et meurent et ne seront pas une barrière permanente. Et nous devons adapter notre modèle pour être plus réaliste. Nous avons des critères intéressants. On doit inclure plus l'écologie et la biologie dans le système et c'est une découverte très excitante. Maintenant, comment mesurer? On utilise des méthodes géophysiques. Il y a beaucoup de fils de batterie et c'est compliqué autour de l'eau, mais c'est amusant. On peut essayer de mesurer les processus à grande échelle. On a beaucoup de connaissances à la petite échelle, mais pour la prédiction à grande échelle, on a peu de connaissances. On essaie de modéliser à cette échelle, mais on a très peu d'informations. On essaie de voir comment mesurer les zones hypoaériques. Et si vous devez investir beaucoup d'efforts, ne mesurez pas beaucoup de choses à un seul point dans chaque étendue de rivière. Prenez des mesures plus simples et distribuez ces mesures dans le réseau fluvial pour avoir plus d'informations sur ces zones hyporéiques. Nous avons une autre étude qui nous montre que lorsqu'on utilise la topographie de surface pour définir le bassin versant, on a une image différente de l'eau et on voit la topographie de l'eau souterraine à Michigan. Euh, L'eau souterraine en rose clair est très différente de l'eau de surface. On capte différentes sources de pollution qu'on aurait euh, loupées sinon avec d'autres modèles. J'espère que je vous ai donné des exemples clairs des écarts, ces écarts si excitants pour les jeunes chercheurs qui peuvent identifier ces écarts et étudier ces sujets. Il y a vraiment beaucoup de choses excitantes à étudier. Pour faire la synthèse, j'ai laissé le dernier écart, la dernière lacune pour le dernier, c'est le cycle de l'eau mondiale. Et Gilles et bien d'autres, on démontre qu'on enseigne très mal ce cycle global. On interprète aussi pas très bien ces informations. On doit étudier tout ce qui concerne haute latitude, tout ce qui concerne l'eau souterraine. Et pour les sciences sociales, il y a beaucoup de mauvaise compréhension parce qu'il y a peu de présence de la population et d'effets anthropogènes. On reconnaît qu'on a besoin de
cycle d'eau pour l'Anthropocène. Si on ne représente pas ce schéma de manière précise avec les bons chiffres, on ne pourra pas gérer nos ressources en eau limitées. Voici le travail que j'aimerais faire. C'est moins détaillé, c'est à une échelle plus large, mais il y a tellement de travail à faire et tellement de crises à examiner. Et cela m'emmène à Lyon l'année prochaine. Je vois ça comme une confluence d'opportunités. Nous allons travailler sur des projets plus intégrés qui réfléchissent au corridor de manière plus holistique. L'eau nous connecte tous, il faut l'apprécier à travers les institutions, les disciplines, les méthodes, les personnes, les données, les politiques. J'ai hâte de voir cette confluence. Beaucoup de personnes m'ont aidé avec ces travaux. Je voudrais remercier les personnes suivantes. Les couleurs identifient leur discipline. En tant qu'hydrologue, on a travaillé avec un arc-en-ciel de disciplines et c'était vraiment très excitant. Je voudrais vous remercier tous et j'apprécie le temps que vous m'avez laissé et je suis prêt à prendre vos questions. Merci, Jay, ça nous a inspiré et nous sommes ravis de vous accueillir à Lyon pour une collaboration riche et intéressante entre institutions. Il y a plusieurs personnes ici aujourd'hui qui représentent ces institutions et tout le monde est content de vous voir arriver en septembre. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez lever la main ou poser les questions dans le chat. Je pense que les gens sont un peu timides. Je vais commencer et je pense que Jake a aussi une question. Lorsqu'on parle des petits bassins versants et la taille de ces bassins versants, vous avez dit en Bretagne, nous avons mesuré de la stabilité. Est-ce que cela est lié au temps de séjour? Si le système est stable, est-ce qu'on peut deviner le temps de séjour en regardant la stabilité du système ou est-ce que c'est pas possible? Très bonne question. J'ai pas réfléchi à cela. J'ai pensé au temps de séjour en Bretagne. L'utilisation du sol à long terme et le rajout d'azote crée une longue histoire de pollution qui est maintenant dans les eaux souterraines et on aurait besoin de décennies, de millénaires pour s'en débarrasser. Donc là, le temps de séjour est important, fait partie du signal. Si on voit de l'instabilité dans le système, cela indique des temps de séjour courts less legacy effect. avec des effets à moins longue durée. Je pense que ça peut être utile lorsque c'est couplé avec d'autres modèles pour voir si les données synoptiques et les modèles de temps de séjour correspondent. D'autres questions? Yes, Jean. Hi, Jay. I was just curious about the work about the decrease of covariance. Travail sur la diminution des covariances. Est-ce que vous avez testé ça avec les données de flux, comment la variance diminue avec le débit? Ça nous permettrait de comprendre si la diminution de variation est due au processus émergent ou à d'autres processus. Je pense comprendre la question. Si on regarde l'effondrement de la variance avec le débit qui sort des différents sous-bassins versants, cela varie par région. Le débit spécifique, l'eau contribuée par chaque unité de paysage dépend des points de mesure. C'est différent vers Lyon, c'est différent en Bretagne et différent au Michigan. Mais
tout s'effondre à un moment. Le doc- la- L'étude que j'ai citée de 98 aborde cette question. Regarde le débit qui sort des petits bassins versants. Et il voulait prendre la théorie, l'endroit élémentaire représentatif, et il essaie d'appliquer ça à la taille du bassin versant, mais la variabilité s'effondre à une zone représentative et c'est une fonction du paysage et du climat. On a essayé de faire cela dans l'Arctique et ailleurs. C'est plus difficile d'avoir des mesures de débit distribuées. C'est plus facile de mettre de l'eau dans une bouteille, c'est plus difficile de mesurer les débits. Merci pour votre question. Yes, Jake. Jake, dans la première partie de la présentation, l'étape à venir importante, c'est comment déterminer si un bassin versant mérite cet échantillonnage. Est-ce qu'on peut prédire en avant l'échelle spatiale de convergence où la variabilité s'effondre? Oui, on peut faire ça avec des modèles priorisés pour les bassins versants. Je pense qu'on peut prédire. On peut également faire d'autres observations in situ en remontant le chenal pour voir les changements de concentration de manière longitudinale. Réfléchir avec un point de vue lagrangien. Collecter de l'eau, c'est facile, prend peu de technologie, ne nécessite pas beaucoup de temps de développement comme il est nécessaire pour la modélisation. Je dis commence avec ces observations avant de passer une année ou deux à développer un modèle basé sur les processus. C'est toujours un bon point de départ, mais on peut le prédire à l'avance. On peut créer des hypothèses avec les connaissances qu'on a. J'ai une autre question. En Europe et aux États-Unis, il y a beaucoup de mesures réglementaires prises au sein de programmes cadres sur l'eau. Dans plusieurs cas, la taille du bassin versant suivi est plus grand que ce que vous suivez. À Lyon, la plupart des sites où nous mesurons, nous sommes beaucoup trop en aval pour bien comprendre ces informations. Donc, quelle est la prochaine étape? Il faut leur montrer cela au lieu d'investir des milliers d'euros en un seul site et suivre juste un seul site. Lorsqu'on prend une décision de mesurer un endroit, c'est difficile après, politiquement et financièrement, de déplacer, même si on sait que l'endroit n'est pas bon. Si le bassin est intéressant pour la qualité de l'eau, faites de l'échantillonnage synoptique pendant quelques années et utilisez ces données pour indiquer qu'il faut suivre plus en amont dans le bassin versant. J'utilise une expression lorsqu'il s'agit du suivi de la qualité de l'eau. Nous sommes gouvernés par les dieux du passé, ceux qui ont pris ces décisions il y a des décennies pour suivre de cette façon, nous contrôlent encore aujourd'hui et limitent nos options aujourd'hui. Nous devons avoir des preuves pour indiquer qu'il faut changer ces endroits. Une idée de base, c'était
puisque nous sommes gérés avec des paliers et des punitions si nous ne respectons pas les paliers. On sait que si on monte trop en amont dans les bassins versants, on trouvera des valeurs élevées et vous n'êtes pas en ligne avec les exigences. Donc, on essaie de cacher le problème sous le tapis et aller plus en aval où l'eau est plus mélangée. C'est un problème. Nous devons changer notre façon de faire ces monitorings pour ne moins respecter les exigences de Bruxelles et mieux comprendre ce qui se passe, même si on est au-dessus du palier de temps en temps. I think something I would like to emphasize out of what you said was people, Souligner and we que knew les gens sont intelligents et ils savaient où mettre le monitoring afin d'éviter de dépasser les seuils. Il y a des personnes qui veulent préserver la qualité d'eau et d'autres avec d'autres motivations, peut-être pas de préserver la qualité de l'eau. Il y a des gens très intelligents des deux côtés de cette question du suivi de la qualité d'eau et ça crée une tension. Et c'est là où les scientifiques sociaux doivent avoir ces conversations et reconnaître ce problème. En tant que consultant, j'ai trouvé que les meilleures personnes avec qui travailler ont été embauchées avec de bons salaires pour travailler pour nos clients, les pollueurs. Lorsque je travaillais, les meilleures personnes étaient payées beaucoup pour faire le moins possible pour dépolluer. Il faut reconnaître cela. Il y a de bonnes personnes intelligentes avec des motivations différentes et des objectifs différents. Lorsqu'on parle des zones hyporéiques, est-ce que est-ce que cette zone hyporéique sera important en termes de flux à une échelle plus importante? Ça dépend de la question. Si on regarde l'oxyde d'azote ou ses produits, ça peut être très significatif. C'est aussi important lorsqu'on essaie de gérer les zones piscicoles et les espèces protégées. Est-ce que c'est important pour régler le budget d'azote dans un réseau fluvial? Je ne sais pas. Ces zones jouent un rôle important. Est-ce que ça change les résultats de masse dans les grands bassins? Je ne pense pas. Mais pour des choses sensibles comme les gaz à effet de serre, c'est important. Les zones riveraines donnent moins d'informations. On empile ce qu'on trouve à l'échelle locale et on ne voit pas tous les flux qu'on voit à plus grande échelle. Il faut changer le paradigme. C'est absolument vrai. Nous arrivons à la fin parce que l'interprète est épuisé et va s'arrêter. Donc, je vous remercie pour cette discussion vraiment très intéressante et votre présentation passionnante. Et nous nous réjouissons de vous voir ici à Lyon à partir de septembre dans des conditions sanitaires améliorées.